Merci à l'Institut Montaigne de m'avoir invité pour vous faire un petit mot d'introduction sur le sujet complexe mais néanmoins extrêmement important des nouveaux modes, je dirais, de travail dans le futur. Moi, je voudrais juste faire une petite introduction pour poser un peu le débat. Le débat, c'est le constat d'une France qui va pas bien, qui va mal, qui est encalminée, avec les chiffres que vous connaissez, 10% de chômage, 25% de chômage chez les jeunes, 40 à 50% de chômage dans les banlieues. Donc tout ça, si vous voulez, il faut revenir à la base. Pourquoi on fait des réunions de ce type-là? À quoi ça sert? Eh bien tout simplement parce que la France va mal et la France ne peut pas continuer comme ça. Le deuxième constat, c'est qu'on a des atouts formidables. Je le dis souvent, beaucoup de gens broient du noir dans les banlieues, dans les villages, beaucoup de Français perdent espoir. On a des atouts extraordinaires, faut le dire et le redire. On a un pays, si vous voulez, où on coche toutes les cases en vert. Alors ça commence par le climat, ça a l'air bête le climat, mais si vous voulez, pour ceux qui se mondialisent, qui s'exportent quand vous allez à Shanghai en plein été, ou même à Washington, ou dans l'ensemble du monde entier, vous avez le climat, la géographie, l'histoire française, la culture française, le rayonnement français à l'international. Vous avez les filières d'excellence, ce que nous avons inventé, la crédibilité militaire diplomatique. Vous avez une formidable jeunesse sur lequel il faut capitaliser à mort. Les jeunes français, c'est un outil de la France, un atout de la France. Je disais récemment, extrêmement créatif. On a une créativité forte en France, sans doute plus forte que dans d'autres pays. Jeunes de la diversité, formidable ambassadeur pour la mondialisation de notre économie. Et puis des jeunes qui veulent être entrepreneurs. Il y a 10 ou 20 ans, les sondages ne montraient pas que la moitié de nos jeunes veulent être entrepreneurs. 50% veulent être entrepreneurs. Ce sont des révolutions. Ces atouts sont extrêmement importants. Je rajouterai dans nos atouts des entreprises, start-up nombreuses, très nombreuses. PME qui se battent tous les jours, des entreprises de taille intermédiaire qui sont extrêmement exportatrices, extrêmement performantes, et un CAC 40, donc on critique souvent dans la presse, etc. Le CAC 40, c'est des porte-avions de la culture, de le rayonnement français, des produits français, de l'image française. Donc ça, ce sont des atouts formidables de ce pays. Et puis nos entrepreneurs, qui sont des gens courageux, comme je dis souvent, les entrepreneurs, ils ont fait le plus dur en se développant en France. Alors maintenant, faut se développer ailleurs. Mais je dirais, ça y est, on a fait le plus dur. Quand vous allez exporter au Canada ou dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facile qu'en France. Beaucoup plus facile. Donc, voilà les atouts. Alors, troisième constat, c'est que nous avons une chance inouïe par rapport à ce que je dis souvent, la France est un surdoué, et on est au fond de la classe et on ne fout rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a une chance inouïe. C'est que tout bouge. C'est que vous avez des mutations, aujourd'hui en cours. Des mutations technologiques. Le numérique. Le numérique, c'est une formidable révolution. Le climat, l'énergie, formidable révolution. Tout ce qui est sciences médicales, biosciences, sciences de la vie, formidable révolution. Vous avez des évolutions démographiques, vieillissement de la population, nous allons vivre de plus en plus vieux. Des évolutions sociologiques, nos générations Y et Z ont un rapport différent au travail, à l'entreprise, à la discipline, à l'esprit d'équipe. Et là, il faut s'adapter. Ce sont des mutations où, si on ne les regarde pas, si on ne veut pas les voir, on rentre dans notre coquille, et puis on dit non, oh là là, on ferme les frontières, on repasse au franc français, on dit on bouge pas, on reste avec 3500 pages de code du travail, tout va bien, la vie est belle, on se recroqueville sur nous-mêmes, et là, c'est Bérésina. Or, toutes ces opportunités, ce monde aussi qui s'est ouvert, les 30 glorieux, c'était 5 pays en concurrence, autant de marchés, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Nous avons 150 pays en concurrence avec 150 pays marchés. Et je résumerai ces atouts formidables, c'est que le monde est à équiper, d'une part, nous avons 7,5 milliards d'individus à équiper de tout, produits, services, construction, bâtiments, ventes, et nous avons le futur à construire. Et si on parle là-dessus, dans ce monde qui bouge à toute vitesse, notamment lié aux technologies, au numérique et à une concurrence effrénée, il faut qu'on s'adapte. Alors, quels sont les problèmes que nous avons en France à régler? Pour résumer un petit peu et pour replanter le décor, moi j'en vois 3. Vous avez un problème de législation du travail. Trop lourd, trop compliqué, on le sait, rigide, anxiogène. Bon. Un problème de fiscalité, on n'en parle pas. On n'en parle pas de la fiscalité, elle est à l'envers la fiscalité. 2 mots, elle est assez faible sur la consommation, 19,5% en gros sur l'assiette. Elle est forte sur le coût du travail encore. Et elle est effrayante
sur le capital, les flux du capitaux, sur les dividendes, sur les plus-values, sur les intérêts. Or, là, on a un problème. Personne n'en parle. C'est très politique. En amont de cette fiscalité, il faut baisser la pression fiscale globale de tout le monde, des ménages, des Français, des salariés, des entreprises. Pour ça, la seule réforme qui vaille, c'est la baisse des dépenses publiques. Je voudrais juste le dire. Là aussi, débat politique, on ne le voit pas. On est à 57%, je voudrais insister là-dessus. C'est fondamental. Il faut redescendre au moins à 50% de PIB. Les Allemands sont à 45%. Donc on a une marge de manœuvre énorme. Si vous voulez baisser la pression fiscale de l'ensemble de la France, des acteurs français, des ménages, des salariés, une seule solution, baisser les dépenses de fonctionnement de la dépense publique. Troisième fléau, la complexité. Tout est complexe. Alors on a un peu mélangé intelligence et complexité en France. Vous avez 80 codes, 400 000 normes, tout ce petit monde augmente de 2-3% par an, c'est invivable. Il y a un article excellent de M. Vittori ce matin, dans les Échos, j'ai licencié ma nounou, lisez-le, c'est à pleurer. Et je l'ai fait aussi indirectement, c'est effrayant. Donc là, je dirais, il faut continuer cette simplification de notre environnement, c'est churchillien, c'est herculéen, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est ni à gauche ni à droite. Ouf! C'est quelque chose qu'il faut faire. Et il faut se donner le one in, two out à l'anglais, c'est-à-dire pour tout texte de 3 créé, il faut en supprimer 2, il faut mettre un nombre de fonctionnaires, 2-3% dans chaque administration pour simplifier. Enfin là, je dirais, c'est herculéen ce sujet. Et on a confondu, moi je cite souvent Steve Jobs comme référence. Steve Jobs de Apple a créé le premier smartphone, souvenez-vous. Un gamin de 5 ans pouvait l'utiliser. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a caché la complexité dans les réseaux, dans le cloud, dans le semi-conducteur, dans les logiciels. Mais l'utilisateur final, il peut avoir 5 ans. Moi, je rêve d'une France où les utilisateurs que nous sommes tous, eh bien, c'est tout dans le cloud. Voilà, vous avez 3 réponses, 3 questions, et vous répondez à 3 réponses, terminé. Mais par contre, les logiciels, tout ça, c'est derrière. Je reviens au thème principal, le social. Le social, alors, il y a pour moi 3 grandes choses à faire en social. Vous avez la législation du travail à simplifier. Formidable, peut-être, période historique pour notre pays. Il y a un consensus aujourd'hui qui est en train de se dessiner sur le fait que c'est trop rigide, trop complexe, anxiogène. Et je pense que les économistes de gauche et de droite arrivent à ce consensus, ce constat. M. Badinter, Yoncan arrive à ce constat. Et M. Valls et Hollande ont dit on va attendre ce rapport Combrexel, que j'attends avec impatience aussi, pour revenir sur un dialogue social de terrain. C'est-à-dire, en fait, c'est l'entreprise, l'accord d'entreprise qui aurait la primauté à la fois sur tout le reste au-dessus et le contrat de travail. Voilà ce que j'imagine. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, c'est un cas unique. Une entreprise, c'est un business plan unique, c'est des technologies uniques, ce sont des hommes et des femmes uniques, ce sont des clients uniques. Et donc il faut donner la possibilité aux chefs d'entreprise de négocier directement le plus de choses possible avec ses salariés, avec ses partenaires sociaux de terrain. Ce qui permettra, certains disent, mais le dialogue social dans tout ça, ben oui, le dialogue social, il va être renforcé. Et puisqu'on va le faire avec nos salariés directement ou avec les partenaires sociaux de nos salariés. Formidable. C'est ça qu'il faut. Et on sait bien que le dialogue social national est devenu très, je dirais, bureaucratique, très compliqué, très formel, très souvent politisé. Donc il faut revenir à un dialogue social de terrain, pratique, de solutions. Et je pense que si on arrive à faire ça, la France aura fait un immense pas. Et le gouvernement français qui réglera ce problème de complexité du droit du travail, je le dis souvent, il rentrera dans l'histoire. C'est fondamental. Ça fait 30 ans qu'on n'en peut plus. Ça fait 30 ans que pour chaque problème réglé en France, qu'on veut régler, soit on augmente les cotisations, soit on augmente la complexité, soit on rajoute 300 pages au code du travail. C'est délirant. Donc là, j'ai personnellement 2 lignes jaunes ou rouges à chacune des négociations et chaque fois que je fais quelque chose avec les partenaires sociaux. C'est non seulement on n'augmente pas les cotisations, parce que le coût du travail est devenu délirant, il faut les baisser. Et deuxièmement, il faut simplifier. Donc je pense que si vous voulez revenir avec des accords d'entreprise, c'est fondamental. Chaque entreprise pourra s'adapter à la révolution numérique, au monde qui bouge, à des flux, à des croissances de 30% sur un an et moins 30% l'année suivante. C'est ça la vie. Deuxième chose qu'il faut faire, ces grandes mutations montrent, et ces générations Y, Z, montrent que nous devons aussi adapter en effet les contrats de travail et les cadres juridiques. On s'aperçoit en effet,
et je le vois moi dans ma propre entreprise, les jeunes que nous embauchons, eh bien, ils veulent changer, et je leur dis aussi, vous aurez peut-être 7 ou 8 employeurs dans votre vie, vous aurez peut-être 7 ou 8 métiers dans votre vie, et je vois des gens, et je pense que les personnes seront peut-être salariées pendant quelques années, auto-entrepreneurs pendant quelques années, entrepreneurs 2-3 ans après, ils seront peut-être fonctionnaires d'ailleurs, pourquoi pas pendant quelques années. Moi je pense que ces mutations du monde accélérées, ce sont des opportunités formidables pour la France, je rappelle. Et donc il faut que notre législation, il faut que nos jeunes et nos moins jeunes puissent s'adapter à ces mutations. Et moi je ne suis pas choqué de voir des gens qui sont multi-employeurs, bien sûr, et qui puissent avoir 2 ou 3 jobs dans leur vie, et éventuellement en parallèle. Ce sujet-là n'est pas encore complètement traité. Je crois qu'il y a M. Mettling, des RH de Orange, qui est en train de faire un rapport pour essayer d'alimenter la loi dite Macron 2. J'espère que ce sera suffisamment large pour essayer d'avoir une vision de ce que pourraient être ces nouveaux contrats de travail et ces nouveaux cadres juridiques qui permettraient à tout un chacun de pouvoir rebondir et de faire, en effet, de s'adapter à cette mutation. Alors je voudrais rajouter qu'il y a 2 choses à régler en France pour régler le problème du chômage. C'est baisser la peur de nos salariés de se faire licencier, qui est élevée. D'où on s'accroche au CDI et on met une sentinelle forte du droit du travail. Et face à ça, la peur d'embaucher des chefs d'entreprise qui est incroyable. Je rencontre tous les jours, presque, ou toutes les semaines, des chefs d'entreprise qui me disent j'avais 2 personnes, j'ai eu 2 prud'hommes, eh bien jamais plus j'embaucherai. J'en rencontre tous les jours, c'est dramatique. Si nous continuons comme ça, vous aurez des entrepreneurs mono-salariés eux-mêmes, et ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ce problème, ces 2 premiers problèmes, simplification de la législation du travail, pour qu'elle soit beaucoup moins anxiogène, et puis possibilité d'avoir différents contrats pour tout un chacun, eh bien, me paraît fondamental pour s'adapter à cette mutation rapide. 3e sujet sur le social, c'est déverrouiller les blocages. Alors vous savez que je suis toujours extrêmement... une obsession pour moi, c'est l'emploi en France. J'ai créé ce projet qu'on appelle 1 million d'emplois, c'est possible, si, à 5 ans. Ce projet continue, j'aimerais d'ailleurs qu'il soit partagé par tout le monde, par nos partenaires sociaux, par les ministres, par les députés. 1 million d'emplois à 5 ans, c'est juste revenir de 10,2% de chômage à 8,2%. Donc, si vous voulez, quand vous voyez que nos amis anglais ont créé 3 millions d'emplois en 5 ans, et que nos amis allemands ont créé plus d'1 million d'emplois en 3 ans, et qui sont aujourd'hui autour de 5%, que les Suisses sont à 3%, que les Suisses sont à 3 ou 4% de chômage des jeunes, et que nous, on va rester à 10% sans créer d'emplois. Non, l'obsession, et mon obsession, et l'obsession de ceux qui nous gouvernent, devrait être comment on crée de l'emploi en France. C'est la seule obsession. C'est le seul problème qui est fondamental pour moi dans ce pays. Donc, il faut déverrouiller les freins, les blocages, les peurs. Pour ça, nous avons sorti un livre jaune il y a 1 an. 1 million d'emplois, c'est possible. Je vous donne quelques exemples. L'apprentissage. L'apprentissage, c'est un scandale. C'est un scandale absolu. 300 000 apprentis en France. Ça baisse depuis 2012, janvier 2012. On nous a enlevé un certain nombre de choses. L'argent de l'apprentissage est passé dans les régions. Ça revient, on ne sait pas si ça revient d'ailleurs. On nous a inventé le décret escabeau. Donc un gamin ne peut plus monter sur un escabeau sans qu'on demande à l'inspection du travail de venir, etc. Non, attendez, on est fou. Non, on est complètement fou. Alors le décret escabeau, ça a été enlevé. Ouf. Mais vous vous rendez compte, de nouveau, est-ce qu'on veut créer de l'emploi ? Et la réponse est non. Enfin, encore, pour moi, c'est encore non. Hein. C'est pas du tout oui. Hein. Donc, les apprentis, nous on dit, on peut créer 50 000 apprentis par an, en 5 ans. Ça ferait 200 à 250 000. Vous vous rendez compte qu'on ne serait même pas à la moitié du quota allemand. Bon, là, il faut discuter avec l'éducation nationale, pour qu'on ait la corresponsabilité des filières d'apprentissage, des diplômes, des métiers dont on a besoin aujourd'hui et dont on aura besoin demain. Donc ça, c'est rapprochement des mondes. Si on reste chacun de notre côté, je vais vous dire, l'apprentissage, ça ne marchera pas. Pareil avec les régions, les bassins d'emploi. Responsabilité, co-responsabilité entre les filières qui connaissent, qui ont des besoins de métiers aujourd'hui, et il faut le faire en co-responsabilité avec les bassins d'emploi. Donc,
Et puis ensuite, les financements directs. Il faut qu'une entreprise comme Michelin, comme Schneider, puisse investir directement dans des CFA et que tout un chacun puisse investir directement dans le financement de l'apprentissage et pas passer par des régions dont on ne sait plus où arrive l'argent. Voilà un petit exemple. Service à la personne. Service à la personne, on pense qu'il y a entre 100 à 200 000 emplois à créer. La dépendance, le soutien pédagogique, les personnes âgées, etc. Et là, pareil, mettons un système au forfait très simple, mettons un cadre juridique très simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué, c'est plus au forfait, c'est incompréhensible, donc la moitié, c'est au black, l'autre moitié, c'est très cher. Bon, ben voilà, alors, est-ce qu'on veut créer de l'emploi? Si la réponse est oui, ben on fait quelque chose, etc., etc. Le tourisme, on estime entre 50 000 et 100 000 emplois à créer dans le tourisme. La loi Macron avance un tout petit peu, sauf que avec la liberté, vous avez des tas d'élastiques de rappel, des tas de besoins, des tas de demandes, des tas d'autorisations à demander à plein de gens. Bon, ben on sait très bien, si vous voulez, que ça ne va pas fonctionner. Il y a un bel article dans Les Échos aussi ce matin que vous pouvez lire sur le sujet. Il faut donner de la liberté, il faut libérer les talents, les énergies. Est-ce qu'on veut créer de l'emploi en France, oui ou non? Donc dans le social, 3 choses. La législation du travail à simplifier. J'espère que nous vivons des mois historiques en France. J'espère. J'espère qu'il y aura un courage politique pour le faire, d'autant plus qu'il y a un consensus. Ouf, on verra. Deuxièmement, votre thème formidable, et là je pense que cette matinée est très importante parce que ça permettra d'alimenter des débats, puis ensuite débat public, puis ensuite propositions, comme on le fait en France, et très bien, et je pense que c'est un sujet extrêmement important par rapport à l'ubérisation de l'économie tout simplement. Troisième sujet, les verrous à l'embauche. Nos propositions sont encore sur la table, nous allons continuer de faire cette campagne de lobbying tout simplement, mais pour nos enfants et pour nos concitoyens français. Alors, dernier point, juste rapidement, il y a urgence. Pourquoi il y a urgence à réformer notre pays? Parce que d'abord, la trilogie, les 3 étoiles qui sont dans le ciel, taux d'intérêt bas, pétrole bas, euro faible, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Il peut arriver n'importe quoi et l'une des 3 étoiles ou 2 étoiles vont remonter très fort. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous voyez bien que la Chine a quelques problèmes. L'Asie, si la Chine commence à baisser par 2 son taux de croissance, de passer de 8% à 4% seulement, c'est 1/3 de la croissance mondiale, la Chine. C'est 1 point sur 3 points de croissance. Donc si vous n'avez pas 1 point de Chine, mais 0,5 points, ça vous fait éternuer. Et quand le monde éternue, la France, avec 10% de chômage et 25% de chômage chez les jeunes, va arriver dans une nouvelle crise. Vous voyez un peu les dégâts? Quand vous êtes à 5% comme les Allemands, vous passez à 7% de chômage, c'est pas très grave. Ou à 8 même, allez. En France, vous passez de 10 à 12 ou à 13, chômage des jeunes de 25 à 30 ou à 40, dramatique. Donc, je dirais que nous avons une accalmie sur les marchés aujourd'hui, une petite croissance en effet de 1%, qui pourrait devenir 1,5%, mais attention, tout ça est extrêmement précaire. Donc le bateau France, il faut vraiment colmater les brèches. Aujourd'hui, pas demain. C'est dans les accalmies qu'on colmate les brèches, qu'on vide l'eau du bateau. C'est pas en pleine tempête. Donc là, il y a urgence. Et je crois que, troisième raison, c'est aussi que, d'abord, nos partenaires, nos pays avancent comme des fous. Vous voyez bien les Allemands, vous voyez bien les Espagnols, vous voyez bien les Anglais. Toutes les mesures qu'ils font, avec courage, ça avance. Ils ont des points de croissance et ils recréent de l'emploi. Et ensuite, nous rentrons dans quelques mois dans une campagne présidentielle. Et là, grand danger, ça veut dire que tout peut s'arrêter, tout peut se geler. Donc je dirais que nous avons 6 mois pour essayer de réformer, 6 à 9 mois peut-être, et c'est là où ce genre de discussion, et merci à Institut Montaigne, merci à Laurent d'avoir organisé ça, parce que je pense que c'est extrêmement nécessaire que les grands think tanks puissent faire des partages, des débats de ce type-là, pour alimenter rapidement ceux qui nous gouvernent, à droite et à gauche bien évidemment, parce que ce ne sont pas des sujets politiques pour moi. C'est l'économie du pays, c'est la France qui gagne ou qui ne gagne pas. Et donc, je vous remercie pour votre attention, car j'ai fini toute mon introduction. Merci infiniment.